Bonjour, mesdames, messieurs, bonjour. Je prends la parole quelques minutes pour vous rappeler le contexte dans lequel nous avons pu produire toute cette série de conférences qui s'appelle l'Université de l'Océan. Comme vous le savez, la ville de Nice accueille la conférence des Nations Unies sur l'océan. Donc ça se tiendra entre le 9 et le 13 juin à Nice. Il y a de nombreuses délégations et chefs d'État qui seront présents pour échanger autour de 8 thèmes fondamentaux qui ont été définis. Des thèmes tels que la pollution plastique, la gouvernance des océans, les transports décarbonés, l'exploitation et l'exploration des abysses, etc. Ces sujets-là, évidemment, sont des sujets passionnants, mais assez ardus pour vraiment bien les maîtriser. Et il eût été dommage que ces sujets-là ne soient discutés que dans le cadre de ce qu'on appelle la Blue Zone sur le port entre dirigeants. Du coup, tout au long de l'année, on a décidé de produire l'Université de l'Océan, une centaine de rencontres qui s'intéressent à chacun de ces sujets-là et qui interrogent aussi de nombreuses matières, depuis l'histoire de l'art, la culture scientifique, l'archéologie, l'économie, la santé et encore d'autres sujets, pour justement faire en sorte qu'on puisse se les approprier et ne pas considérer que ces sujets appartiennent à ces personnes qui vont venir en discuter, mais qu'ils nous appartiennent aussi, vu que nous habitons au bord de la Méditerranée et que, évidemment, nous sommes impactés par la montée des eaux, l'évolution du trait de côte, etc. Donc aujourd'hui, le sujet est un sujet lié à l'histoire, à l'archéologie. Nous accueillons Anne Joncheret et pour vous la présenter, je laisse la parole au directeur du musée d'archéologie de Cimiez, Bertrand Roussel. Oui, bonjour à tous. Alors simplement, un petit mot pour à la fois présenter Anne, qui nous fait l'amitié de venir aujourd'hui, et puis pour vous présenter dans le contexte dans lequel tout ça s'est organisé, puisque en plus de l'Université des Océans, la ville de Nice a organisé une biennale des arts et des océans. Et dans le cadre de cette biennale, on a différentes expositions. Alors il y en a un peu partout, depuis le musée des Beaux-Arts, en passant par le musée de la photographie et de l'image. Et dans les établissements dont je m'occupe, on a une exposition à Terra Mata. Alors le 1er avril, on avait eu avec Patricia Valenci une première conférence autour de cette exposition à Terra Mata. Et à Cimiez, on a également une exposition qui s'appelle « Quand la mer nous parle », qui est donc une exposition autour des questions liées à l'archéologie sous-marine, pour laquelle Anne a participé, notamment par le prêt d'une magnifique épave qui s'appelle Agé A, qui est une épave, vous verrez, pour ceux qui auront le loisir de venir voir l'exposition, je le dis à Anne, mais pour moi, c'est mon moment préféré de l'expo. Il y a la fourmigue et Agé A, parce que c'est des objets qui sont... Et puis là, vraiment, ils rendent bien. Donc voilà un petit peu le contexte, simplement pour vous dire de ne pas hésiter à aller voir l'exposition à Cimiez et puis présenter Anne Joncheret. Eh bien, Anne Joncheret est actuellement la conservatrice du musée de Saint-Raphaël, que je vous invite aussi à aller visiter pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un musée magnifique avec de très belles collections à la fois de préhistoire, vous savez que c'est un peu mon sujet, donc à la fois de préhistoire, mais aussi de questions notamment d'archéologie sous-marine. Et puis en plus, il y a une magnifique chapelle romane qui ne gâche rien, donc c'est vraiment un ensemble très beau à découvrir. Et donc Anne Joncheret est également, en plus d'être conservatrice du musée, elle est également plongeuse et elle est également surtout archéologue sous-marin, et c'est un peu dans cette casquette, c'est avec cette casquette-là qu'on l'accueille aujourd'hui pour parler du commerce antique sur la French Riviera et pour évoquer, alors c'est une conférence qu'on aurait fait l'année dernière, vous vous rappelez, peut-être certains d'entre vous, et puis on avait dû la déprogrammer à cause de la tempête. Et donc, merci Anne d'être venue jusqu'à nous depuis Saint-Raphaël, et je te laisse la parole. Merci, cher Bertrand. C'est toujours une joie et un plaisir de venir à Nice.
Merci, Madame la directrice, de ce magnifique espace, de nous recevoir, de me recevoir pour la projection de ce film. J'en suis tout émue tellement l'espace est vraiment magnifique. Je voulais remercier aussi parce qu'en fait aujourd'hui vous avez de la chance, vous avez aussi un autre spécialiste de navigation antique, Monsieur Pascal Arnaud, qui était à l'université de Nice pendant des années, puis de Lyon, et donc spécialiste de la navigation antique. Donc on pourra avoir aussi des questions très pointues pour notre ami Pascal. Je vais vous présenter en fait un film qu'on a tourné il n'y a pas très longtemps avec un jeune réalisateur qui s'appelle Kevin Sampé, qui est niçois également. Et on a voulu faire un court-métrage, un film un peu court qui a été présenté à Canal+ l'année dernière, sur Canal+, pardon, l'année dernière. On a travaillé avec eux, avec l'équipe de Canal+ également, et Planète+. Et donc c'est un film qui parle un petit peu de la navigation antique et de la Méditerranée dans son ensemble. On a voulu à travers ce film aborder différents sujets. La navigation, la recherche, les sites justement enfouis comme celui de Baïa. Vous verrez une très très belle photo d'ailleurs au musée de Cimier de ce site qui est magnifique et qui gagne vraiment à être connu. Là je crois que mes amis Patricia et Jean-Michel Mille vont adorer les images. Deux photographes, nous avons aussi la chance d'avoir deux photographes dans la salle très connus et qui sont également niçois. Donc c'est vraiment le dernier salon Long Cause aujourd'hui. Merci beaucoup. Ce film dure à peu près 40-45 minutes et ensuite je vous propose d'échanger sur des sujets particuliers. On peut évidemment parler du commerce de luxe et notamment de la très très belle épave de la Fourmigue qui est exposée en parcours permanent au musée de Cimier, mais qui est là et très très bien mis en valeur par le travail de notre collègue Bertrand Roussel. Donc on peut échanger sur différents sujets. Nous serons à votre écoute. Donc bonne projection. À bord de ce navire chargé de blé, un équipage et des passagers. L'un d'entre eux est citoyen romain. Il s'appelle Paul de Tarse, plus connu sous le nom de Saint Paul. Le bateau est parti d'Alexandrie en Égypte. Sa destination est Rome. Mais au large de la Crète, une gigantesque tempête s'abat sur lui. Paul de Tarse dit alors à ses compagnons: « Homme, je vois bien que cette traversée ne se fera pas sans dommages ni beaucoup de pertes, non seulement pour la cargaison et le bateau, mais aussi pour nos vies. » Pendant 5 siècles, la puissance de Rome a reposé sur sa marine marchande. Chaque année, les archéologues découvrent de nouvelles épaves romaines. Il y en aurait près de 20 000 au fond de la Méditerranée. Je m'appelle Kevin Sampé, plongeur et réalisateur passionné par l'exploration des fonds marins. Je vais partir à la recherche de ces épaves. Comment est-ce que tu es sûr de me poser sur le bon endroit? Là, tu vois, potentiellement, il peut y avoir une épave antique. À partir de là, il faut aller vérifier. Je vais découvrir les cargaisons que ces navires transportaient sur des milliers de kilomètres à travers toute la Méditerranée. Et comprendre les raisons de tant de naufrages. Tu vois comme il est vraiment très très proche de la surface en fait. Donc c'est l'un de ces écueils qui serait responsable du naufrage de cette C'est ça, soit celui-ci, soit celui-là. Je vais remonter les routes maritimes que ces navires empruntaient. En Italie, je vais plonger au cœur des vestiges portuaires exceptionnels de l'Empire romain. Donc là, dans 3 mètres d'eau, on va visiter le port de Rome. Oui, le cœur de l'Empire. Ces vestiges immergés sont les seules traces qu'ont laissées les marins de Rome. Grâce à eux, je vais vous raconter une autre histoire du plus grand empire de la Méditerranée.
J'ai grandi face à la Méditerranée et je sais qu'il ne faut pas se fier à son apparente tranquillité. Pour les marins, c'est une mer dangereuse qui peut passer du calme à la tempête en à peine quelques heures. Mon voyage commence en Italie, au large du village de Santo Stefano. Ici repose une épave bien connue des archéologues et des plongeurs, la Nave Romana, un navire romain du 1er siècle avant Jésus-Christ. Je n'ai jamais plongé sur des vestiges vieux de 2000 ans et je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Sous l'eau, je serai accompagné par Bruno. C'est un ancien militaire et un plongeur hors pair. Pour nous guider, nous avons fait appel à Davide Motola, le scaphandrier qui a découvert ces vestiges il y a quelques années. Davide, c'est toi qui as découvert cette épave romaine. Comment est-ce que tu l'as trouvée? C'était en 2006. Le sonar nous a donné un signal, un petit signal sur l'écran. Quelques temps plus tard, une dizaine de jours après, quand tout était calme, on a pris le bateau pour y retourner. On se disait, chouette, on a découvert un nouveau spot de plongée. Nous, on pensait que c'était des rochers. Comment tu as compris que c'était une épave romaine? Je l'ai compris en arrivant au fond. Quand on a vu les amphores, elles étaient toutes alignées, et c'est là qu'on a compris que c'était une épave romaine. La Nave Romana gît par 58 mètres de fond. À cette profondeur, il existe toujours un risque. Et nous serons particulièrement vigilants. Je m'appelle Federico et je fais le plongeur de sécurité pour vous. Donc tu restes à 30 mètres avec les gaz et tu fais l'assistance pendant que nous on descend avec Davide. Oui. La visibilité, on ne sait pas trop ce que ça va être pour l'instant. Non, normalement c'est belle. On est sur un temps de plongée de combien? Alors moi j'ai prévu sur 35 minutes grand maximum au fond. Ok, grand maximum, avec le temps de descente inclus. Avec le temps de descente inclus. Ok, parfait. On y va? On y va. Il y a 2000 ans, les marins avaient l'habitude de longer les côtes. Leurs capitaines n'avaient pas de carte ni de boussole. Mais grâce à leur expérience, ils en connaissaient chaque recoin. Autour de moi, je ne vois aucun danger apparent. Alors pourquoi la Nave Romana a-t-elle coulé ici? Plonger me permettra d'y voir plus clair. Pour descendre jusqu'à l'épave, nous nous laissons guider par la ligne de mouillage. « 10 mètres. Puis 20 mètres. À 30 mètres, nous laissons le plongeur de sécurité Federico derrière nous, prêt à intervenir en cas de problème. 40 mètres. Arrivé à 58 mètres, je découvre enfin la Nave Romana, posée sur le fond. Je m'attendais à découvrir la coque d'un navire, mais elle a complètement disparu. Après 2000 ans passés sous l'eau, elle a été rongée par les termites marins. Tout ce qu'il reste de la Nave Romana, c'est sa cargaison. Des milliers d'amphores, empilés sur une quinzaine de mètres. Et je suis surpris d'en trouver beaucoup qui sont encore intacts. Comme si le navire s'était posé tout doucement sur le fond. En passant au-dessus du tumulus, je devine la forme du bateau. Propulsés par la seule force du vent, ces bâtiments romains pouvaient atteindre 40 mètres de long et transporter jusqu'à 400 tonnes de marchandises et 300 passagers.
Ils n'avaient pas de gouvernail, mais étaient dirigés à l'aide de 2 rames latérales, appelées pelles. Ces navires ne pouvaient pas naviguer toute l'année. Entre les mois d'octobre et de mars, la mer était déclarée fermée, mare clausum, disaient les Romains. La raison, les tempêtes, trop fréquentes et trop violentes pour des navires aussi lourdement chargés. Le seul témoignage d'une de ces tempêtes est celui de Saint-Paul, dont le navire est parti trop tard dans la saison. Il raconte. Se déchaîna sur nous une sorte d'ouragan. Le bateau, ne pouvant faire face au vent, ayant cédé à la rafale et serré les voiles, nous étions emportés. Pour alléger leur bateau, les marins jetaient la cargaison par-dessus bord. Ici, ceux de la nave Romana n'en ont pas eu le temps. Après 35 minutes de plongée, Bruno me fait signe. Il faut remonter. Un dernier regard, et je laisse la nave Romana derrière moi. Il y a combien d'amphores à peu près là? Dans ce chargement-là, environ 3000 ou 3500. Ce qui est bien, c'est qu'elles sont encore entassées. Ça donne vraiment une idée de la forme du bateau. Alors que nous retournons à terre, je me demande ce que contenaient ces amphores. Mais aussi pourquoi la nave Romana a coulé précisément ici, au large du village de Santo Stefano. C'est quand même assez rare de trouver des épaves, surtout romaines, parce qu'elles sont anciennes. Est-ce que tu penses qu'il y en a d'autres cachées sous le sable? Oui, ici c'était une route commerciale qui allait de Rome jusqu'à l'Espagne. Ils naviguaient le long de la côte, en allant d'un cap à l'autre. Ce transport d'amphores a duré des centaines d'années. Donc forcément, beaucoup de navires ont fait naufrage et ont coulé. Par conséquent, il y a encore sûrement plein d'autres vestiges à découvrir. Je retourne en France, sur la Côte d'Azur, à une centaine de kilomètres de Santo Stefano. C'est là que les archéologues ont découvert un nombre important d'épaves romaines. Et plus particulièrement près de la ville de Saint-Raphaël. J'y retrouve l'archéologue et plongeuse Anne Joncheret. En fouillant l'une des épaves coulées dans la région, Anne a découvert plusieurs centaines d'amphores. Elle ressemble à s'y méprendre à celle de la nave Romana. Anne, effectivement, ces amphores ressemblent fortement à celles que j'ai pu voir sur l'épave de Santo Stefano. Est-ce que c'est vraiment les mêmes? Est-ce que c'est le même type de marchandises qu'elles transportaient? C'est exactement les mêmes. Ces amphores-là, on sait qu'elles sont du 1er siècle. Elles sont exactement, soyons précis, entre 90 et au-delà de 50 jusqu'en 30 avant Jésus-Christ. Tu reconnais grâce au col, grâce au poignet? Alors on les reconnaît grâce au bandeau, la lèvre en bandeau, qui est significative, les anses très verticales, une panse relativement cylindrique et un énorme quillon. Le quillon qui sert à ce que l'amphore ne se casse pas quand on la fait tomber sur elle-même. Donc c'est du vin, c'est d'autres marchandises? Ce sont des amphores qui partent de Campanie, elles transportent du vin et elles vont rayonner dans toute la Méditerranée et au-delà des frontières. En quoi ces amphores sont-elles le témoin de l'histoire d'un naufrage, de l'histoire d'un navire? Eh bien, elles permettent de reconstituer l'histoire antique. On n'a pas de documents écrits pendant l'Antiquité. Ce sont les vestiges. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a des Romains qui passent dans la postérité à cause de leur naufrage que du coup, eh bien, on arrive à retracer la vie de ces marins, la vie de ce capitaine. On arrive à retracer toute la vie du navire. Réputée pour son vin, la Campanie était le point de départ d'une importante route commerciale qui arrivait jusqu'en Gaule romaine. Ce commerce, qui existe dès le 1er siècle avant Jésus-Christ, va s'intensifier. Aux cargaisons de vin s'ajoutent celles de marbre, de métaux et d'huile d'olive. Et pour arriver en Gaule, tous ces navires convergeaient vers un lieu, l'embouchure du Rhône.
delta du Rhône. Il se trouve en Camargue. Il y a 2000 ans, la mer recouvrait la majeure partie de ce territoire. C'est ma prochaine destination. Jusqu'au 5e siècle après Jésus-Christ, c'est ici que les gros navires de commerce déchargeaient leurs cargaisons vers de plus petits bateaux. Leur chargement remontait ensuite le fleuve à travers la Gaule romaine jusqu'aux confins de l'Empire. Mais avant même de décharger, nombre de ces bâtiments faisaient naufrage au large de la Camargue, où de nouvelles épaves sont sans cesse découvertes. Salut Pascal. Kevin, bonjour. C'est quoi l'enjeu de la journée? C'est plus les moustiques ou les conditions météo? Ah là, bienvenue en Camargue. Pascal Chabot est passionné d'archéologie. Seul sur son bateau, il localise des restes de navires grâce à un sondeur. Je l'accompagne aujourd'hui à la recherche d'une nouvelle épave. Explique-moi, c'est quoi cette passion là des épaves que tu as? Bon, déjà, mon père faisait, on va dire, la même chose que moi, c'est-à-dire que passionné d'archéologie, d'histoire locale, etc. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à trouver donc, pas mal d'épaves. Et donc, en fait, des épaves, quand tu commences à en trouver 5, 10, 15, après c'est fini, c'est la fin, ouais. C'est terminé. La magie a opéré. Exactement. Sur un bras du delta, Pascal m'emmène vers un site où il a détecté un signal prometteur. Il pourrait s'agir d'une épave romaine, et je serai le premier à plonger dessus. À l'abri dans les terres, le calme règne encore. Mais dès que nous atteignons l'embouchure, la rencontre du bras du delta et de la mer crée des courants violents, renforcés par le vent qui se lève. C'est pas des conditions idéales pour plonger. Hein. Dans 2000 ans, c'est ton bateau qui va retrouver au fond. Nous décidons malgré tout de nous engager. Notre bateau à moteur nous permet d'affronter la houle sans difficulté, mais j'ai du mal à imaginer comment un navire romain et sa cargaison s'en seraient sortis. Après 25 minutes de navigation, la mer devient plus calme et nous arrivons dans le secteur de cette possible épave. Sur le secteur ici, une grosse partie des points que tu vois, c'est les épaves antiques. C'est hyper dense, il y en a partout. De cette partie-là, c'est-à-dire le plus dans l'ouest jusque dans l'est ici, ça c'est que les épaves antiques. D'accord. C'est un vrai cimetière d'épaves, cette zone. Ben là, oui, on est déjà à 54 épaves antiques, plus des blocs de marbre, plus un petit peu des objets isolés qui ont été trouvés sur tout le périmètre. Comment est-ce que tu es sûr de me poser sur le bon endroit? Alors là, je vais te positionner sur un point que j'ai déjà marqué au sondeur, c'est-à-dire qui m'a fait un défaut au sondeur. Voilà, là comme tu vois là, ici, là tu vois, c'est potentiellement il peut y avoir une épave. Okay. Donc maintenant, ce qu'il faut aller, c'est jeter un coup d'œil. Ok, bon. Là je vais descendre à l'eau, à quoi il faut que je m'attende au fond? Alors, ce que tu risques, si c'est une épave antique, ce que tu vas trouver, c'est ou des concrétions avec des lingots métalliques, tu vois, une grosse concrétion qui ressemble à un énorme bloc de béton. Ça peut être des lingots de plomb. Tu peux avoir du bloc de marbre, voilà. Et après, on a eu d'autres épaves avec divers matériels, c'est-à-dire des lingots d'étain, etc. Ok, allez, on y va. Si les données du sondeur sont exactes, l'épave se trouve quelque part ici sous notre bateau, par 13 mètres de fond. J'arrive enfin sur le sable. Je dois être tout près de l'épave, mais je ne vois plus qu'à 20 cm devant moi. J'enfonce mes doigts dans la vase, à sa recherche.
mais rien. C'est le brouillard. Sorti de nulle part, je tombe sur un petit spirographe. C'est un bon signe. Ces vers marins ont la particularité de vivre accrochés à des reliefs. Alors je cherche autour, et je sens quelque chose de solide et de régulier. Ce rocher n'a rien de naturel. La concrétion m'empêche de savoir ce qu'il y a là-dessous. Mais je sens des angles, des arêtes. Et plus j'avance, plus je devine que c'est imposant. Un peu plus loin, j'y vois déjà mieux. D'autres formes se révèlent. S'agit-il de lingots de fer, de plomb ou de marbre ? Impossible de le savoir. Je poursuis mon exploration. Et j'aperçois une forme qui se détache du sol. C'est une amphore. Pas de doute, il s'agit bien d'une épave. Et cette amphore me confirme qu'elle est antique. Quelle étrange sensation que d'avoir été le premier à plonger sur ces vestiges vieux de 2000 ans. Bon, je l'ai trouvé. Super. Mais je l'ai pas vue. Ah, J'ai pu la sentir, j'ai pu la toucher. d'accord, super. Donc elle est là. C'est difficile. Hein. Ouais. Cette épave que nous venons de découvrir est la 55e identifiée au large de la Camargue. Nous l'avons localisée, mais nous ne savons presque rien d'elle. Aux archéologues de prendre le relais pour en raconter l'histoire. Donc là, tu vois, Kevin, cette épave, moi, je vais la déclarer. Ce sera la SM55. C'est très difficile parce qu'on ne peut pas s'imaginer vraiment à quoi ressemble le bateau, on ne peut pas s'imaginer qu'est-ce que je touche, puis en plus je ne vois pas vraiment ce que je touche, donc il faut vraiment laisser place à l'imagination. Et c'est vrai qu'on se touche et puis on se dit ok, ça c'est un bout de bateau, c'est un bout de navire, à quoi ça pouvait ressembler, il y avait des gens là-dessus, ça a 2000 ans, c'est quand même assez dingue comme expérience. Là c'est une première pour moi d'avoir posé les mains sur une épave aussi ancienne, le premier. Ça aurait pu être autre chose, hein. Ça aurait pu être un ancre de cargo, ça aurait pu être... on ne fait pas que des bonnes pioches, hein, tu vois. Mais bon, là, aujourd'hui, on a eu un petit peu de chance. On est pratiquement sûr, c'est une épave antique. Quand on voit comment la mer se comporte, même avec des conditions géographiques très différentes, il y a 2000 ans, on comprend peut-être un peu mieux pourquoi il y a autant de navires ici qui se sont échoués, qui ont sombré. Alors, la difficulté dans le golfe du Lion, donc déjà, c'est des golfes, ça fait des baies avec des bancs de sable. Secondo, tu as du temps changeant, c'est-à-dire ça peut passer à l'est, à l'ouest, etc., avec de gros changements de temps qui peuvent se faire en quelques heures, et surtout du courant. Voilà. Et je crois que les trois combinés, c'était très compliqué de passer une embouchure. Voilà. Je pense que les équipages, les capitaines qui faisaient ça à l'Antiquité, c'était pas des amateurs. L'arrivée à bon port de ces navires reposait sur le talent de leurs pilotes. Des capitaines qui naviguaient par leur seule connaissance des vents, du littoral et des étoiles. Un savoir qui se transmettait seulement par tradition orale. Mais comment tout connaître lorsque, pour la grandeur de l'Empire, ils devaient s'aventurer de plus en plus loin? Le lendemain matin, je retrouve Bruno à Saint-Raphaël. Nous avons rendez-vous avec Anne pour plonger sur l'une des épaves qu'elle a fouillées dans la région. Elle a été baptisée Dramont I, un nom qu'elle doit au cap Dramont, près duquel elle a été retrouvée. Par un fond de 30 mètres, donc c'est assez intéressant. Je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble, on va bien voir. L'avantage, c'est que avec les recycleurs, on va pouvoir y passer sur 30 mètres plus d'une heure, facile. Avant de sombrer, ce navire de commerce datant du 1er siècle après Jésus-Christ transportait un matériau lourd et précieux, du marbre. Salut Anne. Ça va bien? Ça va bien et toi? Bonjour. Bienvenue à bord. Merci. Ça va mon ami? Parfait. J'ai hâte de voir à quoi ça ressemble. Il n'y a plus qu'à.
Anne, qu'est-ce que cette épave a de si particulier? Alors, elle a de particulier que les matériaux de construction sous l'eau, c'est rarissime. Des blocs de marbre comme ça, on en a sur Saint-Tropez, il y en a un peu en Corse, mais dans toute la Méditerranée, c'est très rare de trouver des matériaux de construction sous l'eau avec des navires qui ont coulé. Donc ces blocs ont toujours été là, des plongeurs sont passés à côté, c'est des spots de plongée connus d'ailleurs ici, mais personne ne s'est jamais imaginé, jusqu'à ce que tu fasses les recherches, que c'était des blocs romains. C'est complètement fou comme histoire, mais oui, tout le monde était persuadé que c'était des blocs de construction récents. Et c'est ça en fait qui est magique dans l'archéologie sous-marine, c'est qu'on passe à côté de vestiges qui ont 2000 ans, et un jour, eh bien, on s'attarde un peu dessus, on révèle l'histoire, et il s'avère que bien, ce sont des vrais blocs antiques. Et alors, qu'est-ce qu'il a de si particulier ce secteur? Pourquoi les navires font-ils naufrage à cet endroit-là? Alors, il y a 2 secs, de part et d'autre du cap, qui remontent, des secs, ce sont des écueils qui remontent quasiment à la surface, hein, il y a 1,50 m de profondeur à peu près, et quand le bateau passe au-dessus, eh bien forcément, il s'éventre sur ce rocher et coule suivant le vent dominant, soit vers l'est, soit vers l'ouest. Pour l'Empire romain, le 1er siècle après Jésus-Christ a été un tournant. Toute la Méditerranée est conquise et Rome construit partout dans son empire des monuments prestigieux pour affirmer son pouvoir. Nous approchons du fameux cap Dramon où ce navire a coulé. Ce qui reste du bateau gît désormais sous notre coque, à 30 mètres de profondeur. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer la disposition du site et de l'épave? On se jette à l'eau, tu vas voir en descendant, on va les apercevoir assez rapidement. Il y a 30 mètres au fond, mais à partir de 15-20 mètres, on voit les blocs. Le sable étant clair, les blocs se dessinent vraiment bien, donc pas de souci pour tomber pile dessus. Ok, nickel. Bah, nous, on est parti pour 1 heure, hein, s'il faut. Hein. Parfait, super. Avec le plomb, les marbres sont parmi les matériaux les plus lourds que ces navires transportaient. À 20 mètres de profondeur, des formes se dessinent. Et j'aperçois enfin les 3 blocs de marbre rassemblés au même endroit. Leurs dimensions sont impressionnantes. Le plus imposant fait 4 mètres de longueur, pour 1 mètre de large. À eux 3, ils pèsent près de 23 tonnes. Pour transporter ces colosses, les Romains devaient les charger à bord des navires. Pour cela, ils utilisaient des engins de levage perfectionnés, comme la cage à écureuil. Elle permettait de démultiplier les forces grâce à un système de cordes et de poulies. Le poids de ces blocs était tel qu'en cas d'avarie, ils pouvaient faire perdre l'équilibre au navire et provoquer le naufrage. Aujourd'hui, ils sont recouverts d'une couche de concrétion si épaisse qu'il est impossible de m'imaginer que ce sont des matériaux précieux, vieux de 2000 ans. Anne me fait comprendre que c'est ici qu'elle a prélevé un échantillon qui lui a permis de les identifier. Autour des blocs, je cherche des signes de la présence du bateau, mais là encore, il n'en reste apparemment plus rien. Pourtant, 10 mètres plus loin, Anne m'attire vers un relief. Et je comprends que les restes du navire se trouvent juste là, sous le sable, invisibles à nos yeux. Est-ce qu'on aurait pu retrouver l'épave? Est-ce qu'elle est toujours en dessous? Alors curieusement, les blocs ont versé et la coque a agi quelques mètres plus loin, à une dizaine de mètres plus loin, parallèle aux blocs. Donc on a les blocs d'un côté, que tu as bien vu, et en allant plus vers la côte, il y a un dévers. Et là, oui. C'est la coque qu'on a mis à jour. C'est pour ça qu'il y a encore un petit creux, on voit encore le sable, et on a découvert la coque à cet endroit-là.
Donc tu m'as montré un endroit où la roche avait été prélevée, c'est ça? Et on ne se rend pas compte de quelle couleur il est finalement, ce marbre, une fois au sec? Alors il est noir, rouge et blanc. Dans l'Antiquité, ils l'ont appelé l'Africano parce qu'il a dominante noire. Et il a 3 couleurs, c'est ce qui est caractéristique de ce marbre d'ailleurs. Et il vient d'une carrière de Turquie. Ce navire serait parti de l'actuelle Turquie, à 4000 km de son lieu de naufrage. L'équipage naviguait donc très loin de son port de départ. Et il est possible qu'il ne connaissait pas les dangers de ce secteur du Cap Dramont. Je demande à Anne de me conduire vers l'écueil qui aurait provoqué le naufrage. Il se trouve à 200 mètres à l'ouest de l'épave. Aujourd'hui balisé par des bouées, nous nous en approchons avec prudence. Donc là, tu as la série des rochers qu'on appelle les pyramides. Ah, on devine effectivement le reflet un peu vert de la roche. Et tu vois comme il est vraiment très très proche de la surface en fait. Si tu vas dessus, tu as pied. Donc c'est l'un de ces écueils qui serait responsable du naufrage de cette C'est ça, soit celui-ci, soit celui-là, soit celui d'à côté. Et d'ailleurs, si tu regardes bien, la mer, ça devait être à peu près les mêmes conditions. La mer pousse vers l'ouest. Donc il te pousse vers l'écueil. Et il te pousse vers l'écueil et après le bateau dérive un peu plus loin à 200 mètres à l'ouest. À moins de connaître l'emplacement précis de cet écueil, le capitaine du navire n'aurait jamais pu l'éviter. C'est la raison pour laquelle ces dangers venus de la terre étaient la plus grande crainte des marins de l'Antiquité. À bord de son navire, Saint Paul a témoigné de ses périls, après s'être échoué au large de l'île de Malte. Quand ils ont heurté un banc de sable, battu par la mer des deux côtés, ils ont échoué le navire. La proue s'est enlisée et est restée bloquée, tandis que la poupe se disloquait sous la violence des vagues. De retour à terre, Anne m'emmène dans un lieu auquel seuls les archéologues ont accès. Donc ici, Kevin, on est dans un dépôt qui est tenu secret. C'est un dépôt du ministère de la Culture dans lequel on entrepose tous les objets archéologiques que l'on remonte des fonds marins. Ces objets, il y en a des centaines, qui racontent l'histoire de ces navires et de leur naufrage. Parmi eux, Anne tient à me montrer ce qu'elle a découvert sur l'épave du Cap Dramont. Alors, je vais te montrer ce qu'on a trouvé sur Dramont, oui. Il y a tout ce qui allait avec le polissage du marbre. Le polissage, donc c'était transporté en kit avec un... Tout à fait, et je suis même persuadée qu'il y avait certainement l'équipe technique qui accompagnait les marbres pour leur destination finale. En tout cas, il y avait tout le nécessaire pour polir les marbres. Et alors ça, tu vois que ce n'est pas des blocs de marbre du tout. Au poids, tu vois que c'est beaucoup plus lourd. C'est en fait le corindon, c'est ce qui permettait de polir le marbre. Mais ce n'est pas la plus belle découverte en réalité. Là, je vais te montrer la plus belle pièce de l'épave. Il n'y a donc pas que du marbre. Non. Il y avait à bord un objet exceptionnel. C'est un très joli petit cobra. C'est un cobra? Pendant l'Antiquité, le cobra était l'un des symboles de la déesse Isis, dont le culte était répandu dans toute la Méditerranée. Ça, tu l'as trouvé sur l'épave? Je l'ai trouvé sur l'épave. Et en réalité, c'est un manche de miroir. C'est assez génial parce que ça nous rapproche un peu plus des marins et de la vie des marins à bord. À quoi ça pouvait servir du coup? En fait, Isis, c'est une déesse égyptienne, comme on le sait tous, mais qui est aussi en lien avec la protection, avec l'idée du voyage, avec la protection de la mer également. Et donc, de prendre un objet comme ça, porte-bonheur pour un marin, c'est pas du tout étonnant. Ils étaient extrêmement superstitieux. Ils jouaient pas au dé, par exemple. Ils pouvaient pas se couper les cheveux. Il fallait pas qu'ils se rasent la barbe. Il fallait évidemment pas qu'ils mangent du poisson. Ça allait de soi. Il y a quelques récits comme ça qui nous rappellent et qui nous démontrent combien la navigation les effrayait. Il y avait, il faut dire, quand même beaucoup de naufrages.
Des plus petits objets personnels jusqu'aux énormes blocs de marbre, en passant par les amphores, tous ces chargements suivaient les mêmes routes maritimes. Nombre d'entre elles passaient par le port de Pouzzoles, à 200 km au sud de Rome. Aujourd'hui oublié, c'était le port romain le plus important au cours du 1er siècle après Jésus-Christ. Sa baie offrait un abri naturel aux navires en les protégeant du vent et de la houle. C'est la raison pour laquelle Rome y a installé sa flotte militaire, avant que Pouzzoles ne devienne un port commercial très riche. Aujourd'hui, les vestiges de la ville et de son port sont engloutis. L'accès à leurs ruines est réglementé. Pour les découvrir, j'ai fait appel à Cristina Canolo, une des rares plongeuses autorisées à m'y emmener. Ciao. Ciao, bienvenue. Merci. Alors là, la cité, elle est sous les eaux, elle est complètement engloutie. Quelle importance avait ce port ici pour l'Empire romain? Donc c'était le cœur de l'Empire, au milieu du Méditerranée, et c'était le port de Rome. Avec des bateaux, de très grands bateaux qui venaient de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique, de tout l'Empire. C'était une très grande ville commerciale, donc très riche. Et sur la côte, toutes les villas et palais impérial, bien sûr. Ce palais a été construit pour l'empereur Claude au milieu du 1er siècle. Il se trouve du côté nord de la baie de Pouzzoles, à l'écart du tumulte du port, sur le site de Baia, le bourg le plus riche de cette grande place commerciale. Aujourd'hui englouti, il témoigne à lui seul de l'importance de Pouzzoles pour l'Empire. Pour quelle raison la cité s'est retrouvée sous l'eau? Donc ici, nous avons un phénomène typique de cette terre qui s'appelle bradisisme. C'est un phénomène volcanique. Donc ça veut dire que la terre va monter et descendre pendant les années. Donc elle est descendue. Donc tout ce qui était sur la côte a été englouti. Partout autour de nous, j'aperçois des volcans le long de la côte. Cette zone est ce qu'on appelle un supervolcan. Il est encore actif aujourd'hui. La baie de Pouzzoles sur laquelle nous voguons est elle-même un immense cratère. C'est donc grâce à l'activité de ces volcans que le niveau de la Terre est descendu et que les vestiges dans lesquels je vais plonger ont été préservés. Nous arrivons à Baia. Le palais de l'empereur Claude se trouve ici, à 6 mètres sous notre bateau. Je palme derrière Cristina au milieu d'énormes blocs de concrétion. Pour l'instant, je ne vois rien qui indique la présence de ce palais. Jusqu'à ce que Cristina me montre une forme. Elle semble humaine. C'est une statue. Celle de Bacchus, le dieu romain du vin et de la vigne. Nous sommes dans le triclinium, la salle à manger de l'empereur. Plus loin, une femme couronnée accompagnée d'un enfant. C'est Antonia la Jeune, la mère de l'empereur Claude. Juste à côté, encore une statue. Cette fois, c'est la fille de l'empereur, Octavie, qui mourra assassinée à l'âge de 22 ans par Néron, le successeur de Claude. Quelques mètres plus loin, cet homme qui tend un bol. C'est Ulysse face au Cyclope dans un épisode célèbre de l'Odyssée d'Homère. Ici, l'empereur Claude a volontairement mélangé les figures de sa famille et celles de la mythologie, comme s'il avait voulu mettre sa dynastie au même niveau que les dieux. Plus loin, dans une autre pièce, Cristina soulève le sable et révèle un sublime sol en marbre aux couleurs parfaitement conservées. Ici, aucune concrétion ne le recouvre. Ce serait la salle de bain de l'empereur.
Nous sortons désormais du palais en suivant une voie romaine, reconnaissable à ces gigantesques blocs de basalte. Puis nous arrivons dans les thermes de Baia, lieu de détente et de sociabilité pour les riches dignitaires romains. Sous une fine couche de sable, Christina me dévoile des mosaïques parfaitement préservées. 2000 ans plus tard, je n'aurais jamais pu imaginer découvrir sous l'eau des décors aussi somptueux. Je m'attendais pas à voir des motifs comme ça sur les mosaïques. Ça raconte une histoire, hein? Ici, oui, ici, nous avons des personnes qui font la lutte. Parce que nous sommes dans une salle thermale. Donc, souvent, il y a des mosaïques avec des personnages qui racontent des histoires ou des poissons. Ici, on a des personnes qui font la lutte. On est quand même à proximité d'une ville, il y a un port juste derrière nous. Si près du bord, c'est quand même assez étonnant que ce soit aussi bien conservé d'ailleurs. Eh oui. Si tu as vu, on a de la sable qui protège les mosaïques et le sol. Donc il faut le découvrir et le recouvrir. Nous laissons Baia derrière nous et prenons la direction de Portus Iulius, le port de commerce, 1 kilomètre plus au sud dans la baie. Il a été construit à partir de l'an 37 avant Jésus-Christ. D'abord conçu comme un port militaire, Portus Iulius disposait d'immenses infrastructures pour accueillir les marins et les commerçants. Donc le Portus Iulius, il est devenu le cœur du commerce international, donc le port de Rome où toute la marchandise de l'Europe, l'Asie, l'Afrique, il est arrivé là. Donc là, dans 3 mètres d'eau, on va visiter le port de Rome. Oui, le cœur de l'Empire. Une fois arrivés ici, les marchandises étaient redistribuées vers les plus petits ports de la région, et surtout vers Rome, la capitale de l'Empire. Portus Iulius était donc une véritable plaque tournante, un lieu de stockage, d'échange et de négociation. Les marbres colorés ont laissé la place aux dallages robustes, aux mosaïques rudimentaires, aux murs des magasins et aux fondations des entrepôts. Je retrouve partout les traces de ces échanges, et ils étaient nombreux. Car Portus Iulius est vaste. Si vaste qu'il s'étend sur des dizaines d'hectares. À mi-chemin entre l'Orient et l'Occident, tout s'échangeait ici. Le vin, les marbres, l'huile d'olive, les condiments, les matières premières en provenance de toutes les provinces de l'Empire. C'est très différent parce que là-bas on avait beaucoup de sable et ici c'est plus des algues qui recouvrent la mosaïque. Oui, c'est pour ça qu'on a besoin de ça et pas souvent la mer pour lever la table. Sinon on passe à côté. 2000 ans après, je pense que c'est normal, c'est déjà bien qu'on puisse voir les colonnes. Et les colonnes, elles sont là, c'était des... C'était un villa d'un marchand qui était là, qui avait la villa dans l'aire commerciale du Portus Iulius. J'ai aussi constaté qu'il y avait quand même d'énormes amphores, en tout cas des morceaux, parce que les petits morceaux ils sont déjà comme ça, et on imagine la taille des enfants. Ça c'est impressionnant. Oui. Ah ouais. En tout cas c'était super sympa. Je sais un peu mieux à quoi ça ressemblait à l'époque, il y a 2000 ans. Parmi les denrées qui arrivaient ici, il y en avait une dont dépendait la survie de l'Empire. C'est le précieux blé d'Égypte, destiné à nourrir Rome et son million d'habitants. Il était transporté
par de gigantesques convois. Le philosophe Sénèque a livré un témoignage de l'arrivée de cette flotte chargée de blé d'Égypte. C'est un spectacle qui met la Campanie en fête. Toute la population est sur les môles et reconnaît, au milieu d'une forêt de mâts, les bâtiments à la forme des voiles. Avant de quitter l'Italie, je me rends à Rome. Depuis le début de mon voyage, mon regard sur l'Empire a changé. Et devant ces monuments qui incarnent sa grandeur, je réalise à quel point ils nous cachent une autre réalité. Celle d'une puissance qui dépendait de ses navires et de ses marins. Pour ma dernière plongée, je me rends avec Bruno à Cavalère-sur-Mer, sur la Côte d'Azur. Cavalère se trouve à 40 km de Fréjus. Au temps de l'Empire, cette ville fondée par César était le port le plus important de la région. Anne nous a donné rendez-vous ici pour plonger sur une épave qui date du 1er siècle après Jésus-Christ. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur cette épave qu'on va visiter? Alors cette épave, elle est typiquement issue des ateliers de Fréjus. Ce sont des tuiles qui ont été fabriquées à Fréjus et qui étaient acheminées vers l'ouest, c'est sûr. Quel port de destination, on ne le sait pas. Mais par contre, on se doute que c'est un bateau qui a certainement fait à un moment donné une route vers l'Espagne. Toi, tu es archéologue sous-marine. Qu'est-ce que ça te fait quand tu es la première à visiter une épave qui a 2000 ans? Évidemment, il y a beaucoup d'émotions parce qu'en fait, on peut tout à fait se dire qu'entre le moment où ces tuiles ont été chargées et nous qui arrivons aujourd'hui dessus et qui allons les retoucher, eh bien, le temps s'est arrêté, il s'est suspendu. Et pendant 2000 ans, ces tuiles-là n'auront vu personne. La dernière fois qu'elles ont vu quelqu'un, c'était un Romain en toge sur un bateau. À imaginer, c'est quand même assez extraordinaire. Nous traversons la baie de Cavalère. De l'autre côté se trouve le cap Lardier. C'est ici que ce navire a fait naufrage. Les roches qui affleurent sont pourtant effrayantes, et j'ai du mal à croire que l'équipage de ce navire n'ait pas pu les éviter. Quelles sont les raisons d'un naufrage si près du bord? Alors en fait, le bateau partait probablement de Fréjus et le commandant connaît parfaitement l'itinéraire. Il n'y a pas de carte marine, mais par contre, la tradition orale est très forte, elle se transmet. Et donc, le sec du Cap Lardier, il est obligatoirement connu. Pourquoi il l'a quand même heurté? Il y a probablement un fort vent d'est, donc qui soulève une grosse mer. Et ça crée des courants maritimes, ça crée des turbulences, qui a certainement amené le bateau à naufrager ici. La cargaison du navire repose désormais à 22 mètres sous la surface. À cette profondeur, nous pourrons y passer près d'1 heure. Mais qu'en restera-t-il 20 siècles après le naufrage? Je ne sais pas trop à quoi m'attendre, mais je pense justement qu'il faut faire jouer l'imagination pour se rendre compte de ce qu'on est en train de voir. Il faut essayer d'imaginer cette turbulence, l'échouage qui est proche, le bateau qui se fracasse, qui s'ouvre sur le fond et qui dérive et qui coule quelques mètres plus tard. Et ce sont les éléments archéologiques que l'on va retrouver qui vont révéler ce qu'on a pu imaginer comme lieu de naufrage. Nous descendons sur un champ de Posidonie. Au milieu de l'herbier, j'aperçois la cargaison de tuiles dont elle m'a parlé.
il y en a partout. Les tuiles plates sont les plus nombreuses. Mais je trouve aussi des tuiles rondes, exactement les mêmes que celles que nous utilisons encore aujourd'hui. C'est grâce à elles que l'épave a pu être datée du 1er siècle et que les archéologues ont déterminé son port de départ à Fréjus. Leur alignement laisse deviner la façon dont elles étaient rangées dans la cale du navire. Anne m'indique le sens dans lequel elle pense que le bateau a coulé. Le reste de la cargaison est éparpillé tout autour de nous. Je fouille la Posidonie à la recherche d'autres vestiges. Le choc a dû être si violent que le navire s'est disloqué et a perdu son chargement sur plusieurs dizaines de mètres carrés. Et face à elle, je pense aux marins qui ont sûrement perdu la vie ici. Et je me souviens qu'il y a 2000 ans, beaucoup ne savaient pas nager. Cette épave romaine est l'une des 20 000 qui reposeraient au fond de la Méditerranée. Au cours de mes plongées, je n'ai donc vu qu'une fraction de ce qui reste à découvrir. Ces vestiges sont les seuls témoins du destin de ces marins. Des hommes ne sachant ni lire ni écrire et qui ne nous ont laissé presque aucun témoignage de leur vie. Mais aujourd'hui, les découvertes de l'archéologie sous-marine nous permettent enfin de raconter l'histoire de ces hommes sur qui reposait la grandeur de l'Empire romain. Oui, donc on va répondre à vos questions. Et le premier qui a une question, c'est Jean-Marc Guillaume, qui nous fait l'amitié d'être là, comme toujours, notre adjoint au maire en charge de la culture scientifique. Tout d'abord, je voudrais remercier Madame Jean Cheret pour la qualité du documentaire. Moi, je l'ai regardé du fond. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour l'inviter à notre festival de documentaire scientifique pour projeter au mois de novembre, dans le cadre du festival, ce documentaire, si elle est d'accord. Vous voyez, je le fais en direct, on ne peut pas faire mieux que ça. Au moins, vous êtes témoin. Lui dire que je suis très content d'être parmi vous pour une simple et bonne raison, c'est qu'en 2009, on a créé le service archéologique de la ville de Nice et qu'en 2011, j'ai souhaité, dans ce service, créer une cellule d'archéologie sous-marine et que nous avons été la première ville de France à avoir... C'est vrai, hein? Des fois, je me dis, c'est pas possible, tu le rêves, mais si, à avoir un service archéologique terrestre et sous-marin. Et donc, une des premières actions qu'on a créé ce service, pour ça que le documentaire est très touchant, ça a été d'abord d'aller au Drasme pour mettre en partenariat avec eux. Et on avait à ce moment-là un partenariat avec une section du Gazélec qui faisait de la plongée, parce qu'on n'avait pas de bateau. Et on n'avait que 2 plongeurs formés, dont notre actuel directeur adjoint de l'administration, M. Morabito. Et donc, on a mis en place 2 chantiers de fouilles. Le premier chantier de fouilles, ça a été autour du casino de la Jetée-Promenade. Bon, ça, c'était plutôt facile et on a trouvé quand même pas mal de vestiges, ce qui a généré une expo que peut-être certains ont vue, hein. Et le deuxième chantier qui nous a permis là, de trouver des bombes de la Deuxième Guerre mondiale qui ont été... alors là, c'était quand même une découverte assez problématique, qui était à 18 mètres de profondeur. On n'en a presque pas beaucoup parlé finalement quand on les a découvertes, qui était au niveau du quai des États-Unis et qui était en charge, donc que
que la marine a fait exploser au large. Et donc là, donc ça fait partie du travail qu'avait fait le service d'archéologie sous-marine. Et puis bon, je profite de l'occasion, puisque Bertrand Roussel, notre directeur du musée d'archéologie, est là, aussi pour vous dire d'aller voir la très belle exposition qu'ils ont montée au musée d'archéologie sur le patrimoine sous-marin, qui est tout à fait remarquable, entre le DRASM, l'UNESCO, notre service d'archéologie, justement, et puis le musée. Donc, il y a des très bien. Et puis, un petit clin d'œil pour quelqu'un qui est dans la salle, qui a, il n'y a pas très longtemps, a participé à un documentaire sur la voile, sur la partie romaine de la navigation. Pascal Arnaud, qui est ici parmi nous, qui a été un de mes enseignants en histoire romaine à la faculté de Nice, qui est ici, petit clin d'œil amical. Et donc, peut-être que son documentaire aussi, on le reprendra pour notre festival de l'automne. Donc, je lui lance un appel. Vous voyez, aujourd'hui, c'est des invitations. Hein. Bon. Et vous dire qu'on est très fiers que dans le cadre de l'Université de l'Océan et de l'ONU et les océans, vous avez pu présenter au public. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de questions sur votre documentaire. Merci à vous. Notre Méditerranée, il faut la protéger. Elle est pleine de trésors que nous devons transmettre aux nouvelles générations. Merci à vous tous. Voilà, si vous avez des questions particulières, vous avez bien compris qu'on était nombreux à pouvoir y répondre, aussi bien sur la scénographie que sur la navigation, que sur l'aspect photo, documentation et images. Donc, ben voilà, une première question. Oui, bonjour. Je voulais poser une question sur l'aspect économique. À qui appartenaient ces bateaux ? Est-ce que ça appartenait aux négociants ou les capitaines étaient eux-mêmes propriétaires des bateaux ? Et après, ce qu'on a vu, est-ce que ces marchandises étaient assurées ? Bon. Pascal, tu pourras dire si tu veux aussi un mot, mais viens avec nous. Alors oui, les marchandises sont assurées. Les bateaux pouvaient appartenir parfois aux armateurs, parfois c'était des bateaux privés qui faisaient du commerce. En fait, il y aura justement, Pascal, on en parlait tout à l'heure, il y a énormément de possibilités, un peu comme aujourd'hui, en fait, sur le type de navigation et comment ces bateaux naviguaient, quand ils naviguaient. Et c'était aussi lié, évidemment, à la taille, à la quantité de marchandises qui étaient transportées. En 2 mots, Pascal, parce qu'il est inarrêtable, je vous rappelle, c'est un prof de fac. Hein. Je vais essayer d'être bref. Où sont les 10 pages de notes Oui, pour faire très bref, l'assurance est une notion moderne qui a remplacé dans les années 50 une pratique de sécurité qui a traversé l'histoire. Elle remonte, on a les premières attestations au 3e millénaire avant Jésus-Christ, et ça ne change pas jusque dans les années 50. Ça s'appelle le prêt à la grosse aventure. C'est-à-dire qu'en gros, quand on affrète un navire, on affrète ce navire avec l'argent d'un autre. Et le prêt n'est remboursable que si la cargaison arrive à destination. Les intérêts sont à hauteur du risque. On parlait de saison de navigation. Saison de navigation, on est à peu près à 24% de taux d'intérêt. Le taux de l'usure normale, c'est 6%. Donc ça commence à être sérieux. Dès qu'on passe la mi-septembre, ça augmente de 50%. Et puis, il y a un moment où on n'assure plus. Ça ne veut pas dire qu'on cesse de naviguer en hiver. Alors, les propriétaires, il y a de tout. Il y a des urbains qui veulent faire un investissement. Parmi eux, des rois, des reines. En Égypte, l'empereur peut avoir des bateaux dont il tire des revenus. Tiens, tu es marin, tu veux utiliser un bateau, je te le loue. Les cités, l'État peuvent faire ça. On construit des bateaux et des entrepreneurs vont les louer. Et d'autres personnes, soit héritent de la flotte d'un mari, d'un père, d'un oncle, et la croissent. D'autres savent faire, construisent un premier bateau, puis avec l'argent tiré de l'exploitation de ce bateau, on achète un deuxième, un troisième, un quatrième. Ça nous amène à un deuxième problème, qui est la taille des bateaux. C'est plus facile de rentrer dans ce métier en commençant par des petits bateaux, qui sont quand même ceux qu'on trouve le plus souvent sur nos côtes. Merci Pascal. Merci de m'avoir. En même temps. Une autre question sur... Oui, les questions, là, s'il vous plaît.
Yes, on vous écoute. Le transport du vin. Oui. Est-ce qu'il y avait que du vin rouge? Le champagne, c'était beaucoup plus rare à l'époque, je vous assure, vraiment. Et du blanc. Alors, principalement pour l'Antiquité, André Tchernia nous a appris que c'était du blanc. Les sources nous le montrent aussi. Il y a quand même une évolution certaine, sinon vers le rouge, au moins vers le claret, avec l'émergence de la barrique, qui se généralise en Méditerranée à partir de 100 après Jésus-Christ. Et c'est une catastrophe pour nous, parce que quand le vin n'est plus transformé en amphore, on ne voit plus les épaves. Alors, pour compléter, si vous voulez en goûter, il y a un producteur dans la région d'Avignon avec lequel avait travaillé André Tchernia, Monsieur Durand, je crois qu'il s'appelle, hein, et qui a... Ah, mais ça y est, j'y suis. Mais oui, en plus, c'est chez toi, Bertrand, que j'ai goûté le vin. Un jour, tu nous avais fait un vernissage. Ah, on ne s'est pas précipité tout de suite. Hein, un vernissage avec le vin romain. Tu veux peut-être en dire 2 mots? Non, bon, moi je ne suis pas du tout spécialisé en vin romain, simplement je vais faire un petit peu de publicité. Vous dire que vous avez une exploitation qui s'appelle le Mazet Tourelle, qui se trouve à côté de Beaucaire, et qui a la particularité non seulement, alors pour une petite parcelle, hein, mais de ramasser le raisin à la mode romaine, c'est-à-dire plus avec des machines, etc., mais à la main, et puis de mettre en place une vinification pour être le plus proche possible de ce qu'on imagine être les différents vins romains, notamment le Mulsum, etc., avec les informations qui sont disponibles dans les textes pour essayer de reconstituer. C'est la démarche qu'on appelle l'archéologie expérimentale. On va essayer, en fonction des textes et des données iconographiques, etc., d'arriver à reconstituer le geste des hommes. Et là, c'est le cas. Et effectivement, en plus, ils commercialisent. Donc, on peut acquérir. Il y a un site internet. Ça s'appelle le Mas des Tourelles. Personnellement, je vous donne un retour personnel. Je ne suis pas fanissime. Mais bon, c'est un peu le cas à la fois de la cuisine romaine avec le garum, les choses comme ça qui sont pas. C'est un peu particulier. Et le vin romain qui est quand même un petit peu spécifique. Dans la même région, il y a du vin actuel qui n'est pas mauvais. S'il vous plaît. On faisait aussi des vins d'imitation dans pas mal d'endroits. Le vin de l'île de Chios en particulier, qui était coupé avec de l'eau de mer. Caton l'Ancien nous dit comment faire de la fausse eau de mer pour faire du faux vin de l'île de Chios. Et on sait qu'on faisait à Lyon des fausses amphores de l'île de Chios pour mettre dedans du faux vin de l'île de Chios. Un grand merci pour ce document qu'on vient de voir. Une question aux archéologues sous-marins. Vous nous montrez tous, partout autour de la Méditerranée, des objets, quels qu'ils soient, autour des épaves. Qu'en est-il des os, des humains, des restes éventuels, des traces de l'homme? Déjà, souvent, lors de naufrages, on l'imagine bien, les marins à bord et les passagers, évidemment, quittaient le navire tant qu'il était encore temps et essayaient de regagner, s'ils étaient à proximité du littoral, le rivage à la nage. En réalité, même si les gens se noyaient, comme c'est encore le cas aujourd'hui, en fait, le corps humain ne va pas se conserver dans l'eau. Surtout qu'en plus, il se fait manger il gonfle, il se fait manger par les animaux, notamment les mérous, les murènes, enfin tous les langoustes, ce genre d'animaux. Et donc, du coup, il n'en reste rien. Toutefois, sur une des épaves, l'épave justement d'Agéa, qui est exposée au musée de Simier en ce moment, il s'avère qu'une personne à bord était probablement un prisonnier. Il a été attaché à un morceau du navire, peut-être le mât, parce qu'on retrouve encore des restes de chaînes. Et on a retrouvé, alors le crâne c'est sûr, la mandibule, je m'en souviens bien, et je crois un bout de fémur ou un bout d'une extrémité de jambe. C'est un des rares vestiges humains qui a été retrouvé au fond de l'eau. C'est effectivement rarissime pour diverses raisons, mais depuis quelques années, les études systématiques progressant,
il arrive qu'on retrouve des éléments peu importants. Et sur l'épave d'Anticythère, on a maintenant 3 corps identifiés, dont une femme, ce qui est assez intéressant. J'ai peu fouillé en subaquatique, mais j'ai eu l'opportunité, ma première palanquée, je suis arrivé sur un fémur dont j'ai tout de suite compris qu'il n'était pas d'animal. Et à 2 mètres de distance, c'était l'autre fémur. L'épave n'était pas très loin. Elle était médiévale, nul n'est parfait. Oui, bonjour Anne, merci pour ce documentaire très intéressant. Je voulais vous poser une question, à savoir les amphores que vous trouvez, qu'y avait-il à l'intérieur, à part le vin? Qu'est-ce qu'on pouvait trouver comme marchandise? On trouve, alors, dans les amphores, déjà, on peut retrouver de la saumure, donc tout ce qui est conserve d'aliments dans le sel. On peut retrouver du garum, bien sûr, mais on pouvait retrouver de l'huile. On a pu retrouver aussi, comme à Cannes, l'épave du Batéguier, des noisettes. Et puis après, il y a tout ce qui était les aliments périssables. Et là, malheureusement, ça ne se conservera pas 2000 ans après, on l'a compris. Tout ce qui est à base végétale, comme le bois, mais aussi des céréales, mais aussi ce genre de produits qui étaient transportés probablement en vrac ou en sac, ne s'est pas conservé. Par contre, on retrouve évidemment, au-delà du commerce du vin, il y a le commerce des céramiques, des sigillés, donc les vases à engobe rouge. On va retrouver les campanielles, les vases à engobe noir, suivant les époques. On va retrouver des matériaux de construction, vous les avez vus, soit des tuiles, on va retrouver du marbre, on va retrouver des cylindres de marbre, comme à Saint-Tropez. On va retrouver, en fait, un peu comme le commerce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire des choses qui sont extrêmement pondéreuses, lourdes à transporter à terre, et donc qui sont transportées par voie navigable. Petit détail, on commence tout de même à retrouver d'autres vestiges. Pendant des années, la suceuse a embarqué énormément de choses. Le sédiment est de mieux en mieux traité. Ce qui est à fond de cale est souvent préservé, parfois avec de la poix, de la résine qui était utilisée pour le bateau. Donc on commence à avoir quelques témoignages. C'est toujours fragile, le verre. Et quand je regardais ces marbres tout à l'heure, on apprend par les anciens que pour éviter les glissements, on avait tendance à mettre des végétaux légers autour de celles-ci, en particulier des lentilles ou des fèves, qui permettaient d'immobiliser les pierres dans la cargaison et d'optimiser aussi les volumes. Oui, d'accord. On en apprend tous les jours. Sous ces choses-là. Et oui, je ne suis pas allée creuser à l'époque. Ah oui, je n'avais pas fait les... Ils ont flotté. Voir s'il n'y en a pas. Oui, bonjour. Moi, j'ai quelques petites questions. J'en ai plusieurs, désolé. La première, donc, on a vu que des amphores transportaient du vin depuis la Campanie vers la Gaule et vers l'Espagne. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il n'y avait pas de production de vin dans ces pays, ou bien est-ce qu'elle était insuffisante? Après la deuxième question, c'était comment étaient transportés en fait, ces amphores sur les bateaux, puisqu'on se rend compte des amphores, mais en fait, elles sont pointues, elles ne sont pas plates. Du coup, comment ça tenait? Est-ce qu'ils les attachaient? Est-ce qu'ils les empilaient? Et la dernière question, vous avez dit que les marins ne mangeaient pas de poissons sur les bateaux. Et en fait, qu'est-ce qu'ils mangeaient du coup? Est-ce que c'était une superstition? Est-ce que... Voilà, merci. Alors, pour essayer de prendre les choses dans l'ordre, le pinard, ce n'est pas une denrée en soi. Ce qui est une denrée, c'est une appellation. Donc, typiquement, on a des bateaux qui transportent du vin en vrac au centre et du vin aux extrémités. Mais ces vins transportés nous permettent d'identifier un itinéraire précisément entre la Campanie et une autre zone de production viticole dans la région de Barcelone, en passant par une région viticole qui est le midi de la Gaule. Sauf que ces vins sont différents et chacun de ces vins a une légitimité économique. Le vin, c'est aussi un aliment pour les anciens, c'était encore le cas au début des années 60, mais pour d'autres, c'est un produit de luxe. Tout dépend où on se trouve dans la hiérarchie. Les amphores, oui, ça semble aberrant. C'est aberrant à tout point de vue. Ça a une pointe au bout, mais cette pointe, elle sert dans le bateau. Parce que si vous les calez à l'intérieur d'une carène,
ça finit par tenir droit. Et amphora, c'est ce qu'on attrape des deux côtés. Le principe d'une amphore, c'est qu'une personne seule peut la porter. Dans notre vocabulaire, on parle d'amphore pour des choses énormes. Les anciens n'utilisaient pas le terme amphore. Ils utilisent le terme maîtrette. Parce que dès qu'on est deux ou plus pour porter l'objet, ce n'est plus une amphore. L'amphore, ça sert à la manutention et ça sert au stockage à l'intérieur d'une carène. Résultat, André Charnier a calculé que pour transporter 25 litres de liquide, on transportait 25 kg de poids en moyenne et on occupait 82 litres dans la carène. Gaspillage énorme si on comprend les vides interstitiels. D'où la recherche de solutions alternatives, le vin en vrac et le vin en barrique qui a fini par triompher, qui n'est qu'une variante de ceci. Et je rajouterais aussi, parce que le quillon a une fonction de solidité en fait. Quand vous faites tomber l'amphore sur son quillon, elle ne se casse pas, parce que comme le système de l'œuf, en fait, les forces vont être absorbées par la panse et l'objet reste intact. Donc très pratique pour ça. Et alors la dernière chose, c'était... Ah oui, le poisson. Alors là, j'ai lu certaines choses, on en revient un peu, mais en fait, les passagers comme les marins apportaient leur propre nourriture en fait. Et d'ailleurs, le prix du passager, le prix de la place du passage à bord d'un navire quand on était donc passager et non pas marin, comprenait pas la nourriture et pas toujours l'eau. Des fois, on pouvait amener même sa propre réserve d'eau pour payer la place la moins chère possible. Et il y avait même un prix pour les femmes enceintes. Si le bébé accouchait à bord, on considérait qu'il allait être allaité, et donc il ne payait pas sa place. C'est un problème de jurisprudence, et c'est comme ça que nous le savons en effet. Nous ne rêvons pas énormément. Le confort des passagers à bord est extraordinairement limité. Nous savons par la loi rhodienne que pour une femme, c'est 70 cm qui sont alloués sur le pont. Ça vous laisse rêveur. Pour le poisson, alors, on a aujourd'hui quand même des traces matérielles de consommation du poisson à bord, à défaut d'avoir des traces de pêche active à bord. La pêche, ça pose des problèmes, on ne peut pas arrêter le bateau, et c'est ça qui limite sans doute. Il faut ensuite le faire cuire. Et les marins n'ont pas de quoi faire cuire réellement ça à bord. Ils ont parfois des réchauds, en quelque sorte, isolés, refroidis en plomb. Il y en a un très beau exposé en Arles. De Saint-Raphaël, pardonne-moi. Honte à moi. Il fallait cela après l'indulgence plénière de la semaine dernière. Ne repartons pas trop vite. Mais Pise en particulier a livré toute une série de petits pots qui font partie des réserves alimentaires de bord et qui sont pleins de salaisons de poisson. Donc là, on mange ce qu'on peut en route, en cuisinant à chaud le moins possible. On mange donc vraisemblablement des choses salées, le poisson salé, mais aussi on nous parle d'un chou spécial, d'un chou de marin, qui est probablement de la choucroute. Pour vous donner une idée, dans une amphore grecque, sur quelle épave je crois justement sur l'Ardier 4 qu'on a vu ici, on a retrouvé, bon, je vous passe les détails, une amphore de cette époque-là, qui est donc anachronique avec le gisement. Et à l'intérieur, on a retrouvé des os de porc. Donc en fait, l'amphore marseillaise contenait des pieds paquets. Alors, on va prendre une dernière question. La dernière, the last but not least. Merci. Bonjour. Vu l'importance de ces routes commerciales et les intérêts financiers en jeu, vous avez parlé de tradition orale pour ce cabotage, justement. Mais est-ce qu'il y avait déjà à l'époque ou des cartes, ou une signalétique en tout cas, de quand datent les premiers phares ou les choses qui indiquent qu'il y a des récifs ou tout ça, parce qu'ils devaient bien connaître la côte quand même. Alors,
Là, pour le coup, Pascal est vraiment spécialiste de la question des routes maritimes. Les phares, oui, on en connaît plusieurs qui sont construits, évidemment, notamment ne serait-ce que celui du Lion de Mer à Saint-Raphaël, qui est du 1er siècle, a priori, 1er siècle de notre ère. Par contre, les cartes arriveront, mais alors bien plus tard, un peu avant Pottinger, mais quelque chose comme ça. Voilà. Deux domaines. Deux questions différentes en réalité. Derrière tout ça, la signalétique des côtes. On pense beaucoup à des phares importants. Il y a des phares dès le 6e siècle avant Jésus-Christ au moins. En Méditerranée occidentale, le plus ancien connu est en Sardaigne du Nord. Il a été identifié il y a 4 ans et il est du 4e siècle avant Jésus-Christ. C'est pas gros. Ce sont des petites tours cylindriques qu'on met sur une hauteur. Et ce qui compte, c'est la hauteur du feu. Donc, c'est ça qui est essentiel. Il y a d'autres systèmes de signalétique. Tout est balisé le long des côtes. Parfois, on a des pyramides, comme on en a aujourd'hui pour la signalisation, que l'on peut aligner pour passer à travers des dangers. Tant que les 2 points sont alignés, vous êtes clair. Si vous sortez... Et ça, ce sont des traces archéologiques quasiment invisibles. 1, parce que certaines sont au bord de l'eau. 2, parce que ça fait 1 mètre de large. Ils balisent également énormément avec des plots. Des plots fichés dans le sol, en bois. Inutile de vous dire que ce qu'il en reste aujourd'hui, c'est peu de choses. On met par-dessus des branchages, du saule. On peut y mettre des lanternes la nuit. Ça veut dire quand même du personnel qui travaille, mais tout ça est décrit. Et les côtes étaient beaucoup plus aménagé que nous ne pouvons l'imaginer. Quand je parle de la côte, c'est la côte et son voisinage maritime immédiat. La seconde question, les outils de la navigation. Alors, fondamentalement, on retombe toujours chez les anciens sur la personne du pilote. La notion de capitaine n'existe pas pour eux, mais il y a une notion technique qui est le pilote et une notion qui est celui qui a l'autorité juridique sur le bateau, qui sont 2 choses qui peuvent être jointes, mais qui sont séparées par nature. C'est essentiellement dans sa tête. La côte est un point important. Il faut savoir reconnaître « je suis là et pas ailleurs ». Et si je suis là, je dois faire attention à ceci, ceci et cela. Ceci, ceci et cela, c'est qu'est-ce qui va se passer statistiquement quand je double le cap. À Dramont, on ne sait jamais très bien ce qui va se passer. Et ce n'est pas le pire. Qu'est-ce qu'il y a dessous ? Si tout est calme, vous ne voyez rien. Quand ça commence à chahuter, on y voit déjà un peu mieux. Les cartes, elles existent depuis, au bas mot, le 6e siècle avant Jésus-Christ. Maintenant, il faut savoir que la carte ne peut fonctionner pour naviguer que si on a une direction vraie et des directions intermédiaires sensibles. Or, la seule direction vraie, sensible, c'est l'ours, pour les anciens, et la nuit. En dehors de la nuit, ils ne peuvent pas se diriger et la direction est approximative. On va donner un ordre d'idée. Ptolémée se fonde sur les documents de navigation et la mémoire collective de la navigation. Dès qu'on sort de l'axe nord-sud, l'erreur moyenne est de 40 à 50 degrés. Bon, si vous voulez ne pas arriver à destination, vous sortez une carte marine de l'époque et vous essayez de l'utiliser pour la navigation. Tout retombe toujours sur le pilote. Par contre, on a des descriptions littéraires assez détaillées des côtes. On appelle ça les périples dans l'Antiquité. Ils sont moins destinés aux pilotes qu'aux marchands. Pourquoi aux marchands? Parce que le marchand peut attaquer le pilote. Vous nous avez fait mouiller dans cette baie un jour où il y avait ce vent. Regardez, il est écrit noir sur blanc que c'est un danger. Vous devez rembourser la perte de la cargaison. Alors, on en revient toujours au pilote. Et son savoir, c'est savoir où l'on est, même en pleine mer, même lorsque l'on ne voit pas la terre, et arriver au plus près de la terre, éviter de finir dessous. Comme savent tous les marins, en mer, le plus grand danger, c'est la terre. Et la terre la plus proche est toujours sous taquille.